Hello, welcome to Image Unique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre la vie en Europe et la vie en Afrique. Parce que si vous savez, je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire et je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. Donc je suis assez bien placée pour pouvoir parler de la différence. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de sujet sur le métissage. Donc si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Here we go! Comme je viens de le dire, pour parler de vidéos sur le métissage. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, je te mets ici mon compte et je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est là où je suis la plus active, la Babs. Et je ne me suis toujours pas sur cette chaîne YouTube, moi je ne sais pas ce que tu fais, donc abonne-toi, please, abonne-toi. Donne du soutien à Insista. Maintenant, j'attends. C'est bon, tu t'es abonné, on peut continuer. Ok, c'est bon, allons-y. Et aussi, j'ai une deuxième chaîne YouTube. Je te mets le lien en barre d'informations si ça t'intéresse, je t'encourage à y aller. J'avais trop envie de faire cette vidéo là pour partager mon expérience entre la différence, les plus, les moins de la vie en Occident et Afrique. Le premier point, c'est le style de vie en Afrique versus en Europe. Bon, personnellement, je trouve qu'en Afrique, quand tu as les moyens, et là je précise bien quand tu as les moyens, parce que je fais partie des personnes, on va dire, qui sont nées quand même dans une famille à classe moyenne, donc qui avaient les moyens, qui vivaient très bien en Afrique. Et en Afrique, quand tu as les moyens, clairement, tu vis 10 fois mieux qu'en Europe. Non, j'exagère pas. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que la main-d'œuvre n'est pas chère. Donc, c'est très facile, par exemple, d'avoir des aides à la maison, cuisinier, femme de ménage, nounou, mais à plein temps. Je ne vous parle pas comme ici où ça existe, effectivement. Il y a même des entreprises spécialisées de services. Mais en Europe, pour avoir quelqu'un comme ça à plein temps, je pense que c'est vraiment les très riches qui peuvent se le permettre, mais genre vraiment. Alors qu'en Afrique, n'importe qui peut avoir quand même accès, enfin n'importe qui. Je veux dire, si vous avez un minimum les moyens, vous pouvez avoir accès à ce genre de service-là à plein temps. Moi, par exemple, quand j'ai grandi, clairement à la maison, j'avais du lundi au samedi, on avait cuisinier, gardien, femme de ménage, et pour les enfants, pour nous quand on était petits et pour ma petite soeur, on avait les nounous. Du lundi au samedi, bien sûr, les dimanches, on est libéré. Et même, il y a des familles qui vont encore plus loin, c'est-à-dire même 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils ont ces aides-là à la maison et ils les nourrissent, ils dorment à la maison, ils font tout en fait, ils ont leur petite dépendance. Et c'est clair qu'en Europe, ce genre de style de vie, c'est un luxe, c'est vraiment un luxe. Il faut vraiment avoir accès, on va dire, à être vraiment parmi les élites en fait, pour pouvoir se permettre d'avoir ce rendement-là. Donc à ce niveau-là, je dirais que c'est l'un des avantages en Afrique si tu as les moyens. Mais je précise bien si tu as quand même un peu les moyens. Parce que, par contre, si tu n'as pas les moyens, je pense que les classes populaires, les bidonvilles et autres, où c'est pas du tout le même style de vie, où là, franchement, tu gères tout par toi-même. Donc, vraiment, je précise bien la différence. L'avantage, je pense, de l'Europe, par contre, à ce niveau-là, c'est que en Europe, tu auras plus tendance à être dégourdi qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que clairement, moi je dis la vérité, hein, quand je suis arrivée pour vivre en France à l'âge de 16 ans, mais je savais pas faire grand chose. Mais quand je dis que je savais pas faire grand chose, je savais même rien faire. J'ai pas honte, mais même cuire du riz ou bien même des pâtes, c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es assisté quelque part. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un désavantage. Sauf si les parents instaurent en gros et disent par exemple aux nounous, aux servantes que tel jour il faut que vous appreniez à mon enfant, bien tel jour il faut qu'il apprenne ça. Mais malheureusement c'est très rare que souvent les parents se disent que oui, on va dire aux nounous, aux servantes de faire ça. En tout cas moi, mon entourage proche, mes amis et tout, c'était très rare. Il y a certaines effectivement où les papas disaient, où les mamans instauraient ça et du coup elles ont appris et je trouve que c'est très bien parce que pour moi l'un n'empêche pas l'autre. Mais sinon dans d'autres cas comme moi, mon cas, malheureusement en vrai j'étais quand même assez assistée et je ne savais pas faire grand chose et je trouve que à ce niveau là en Occident, l'Occident rend dégourdi, c'est même connu en fait. Ici c'est tu te débrouilles, en Côte d'Ivoire on dit tu barras, ça veut dire tu travailles, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc finalement t'as pas le choix que d'apprendre à te dégourdir. Je sais que souvent ici les enfants même à 12 ans ils savent faire quand même certaines choses, ils se débrouillent, alors qu'en Afrique si tu viens de cette classe, comme j'ai dit, je précise bien, de cette classe sociale assez élite, la classe moyenne, c'est difficile. Maintenant, bien sûr, si tu as moins les moyens ou si tes parents instaurent ça, tu vas t'en sortir parce que
Par exemple, il y a aussi un aspect culturel. Je sais que mes amis qui étaient 100% ivoiriennes ou autres, on sait tous que souvent les Africains, c'est dans la culture et je trouve que c'est très bien où on fait tout pour apprendre. Bon, c'est vrai que par contre c'est très la femme, malheureusement et souvent plus la femme que l'homme. Et toutes mes copines en tout cas, elles savaient déjà préparer, même si elles vivaient même si elles avaient tous les avantages dont je vous cite, parce que c'est culturel. La femme ivoirienne, la femme africaine va apprendre à son enfant à préparer avant tel âge, va apprendre à faire le ménage, parce qu'on la prépare clairement à être une épouse, à être une femme. Donc encore une fois, comme je dis, il y a un aspect culturel et ça dépend des familles, mais dans l'ensemble, il y a quand même ce désavantage-là que des fois on ne sait pas faire et où je trouve qu'en Europe, ça va être un avantage. Par contre, c'est vrai qu'on va pas se mentir qu'avoir des aides comme ça à la maison, il y a quand même des points positifs. Dans le sens où les parents, moi je me rappelle que petite, par contre, on faisait énormément d'activités avec ma mère. Ça je me rappelle parce que justement comme il y a des personnes qui vous aident à la maison, quand en tout cas la Côte d'Ivoire était encore stable, parce que moi je fais partie des années 93, donc on va dire que j'ai connu un peu la Côte d'Ivoire stable avant qu'on commence à vivre les coups d'état en 99, si je ne me trompe pas. En tout cas de 93 à 99, j'ai quand même des bons souvenirs que par exemple les week-ends, ou quand ma mère été free, elle nous prenait et puis on allait voir ses amis, ou bien on allait dans des crêperies. En tout cas, il y avait plein d'activités pour les enfants à ce moment-là en Côte d'Ivoire. Et c'est l'avantage finalement d'être aidé en fait à la maison, c'est que tu peux passer peut-être plus des moments de qualité avec ta maman, avec tes parents. Et ça reste gravé, c'est des moments que finalement tu n'oublies pas. La preuve en fait, aujourd'hui j'ai 29 ans et je me rappelle de ces moments où j'avais à peine 1 et 5 ans en fait, qu'on passait beaucoup de temps de qualité pour les activités, en tout cas nos parents avaient plus de temps pour nous, parce que quelque part tu es déchargé, tu te décharges, il y a des personnes qui t'aident à la maison. Donc je pense que en soi c'est pas mauvais, il faut juste avoir un équilibre pour ok on nous aide, mais comment on fait pour aussi élever les enfants pour qu'ils ne soient pas désassistés. Deuxième point, je dirais, c'est la vie sociale, la différence entre l'Afrique et l'Occident. Non, là clairement, c'est un point où personnellement, ça se discute hein, mais vraiment je trouve que par exemple l'avantage en Afrique, c'est que les gens sont chaleureux. Franchement, on a beaucoup de choses à dire sur l'Afrique. Il y a énormément de points à améliorer. Mais s'il y a quelque chose que j'aime, après ça dépend d'où tu vas quand même. Ça dépend des pays en Afrique. Mais en tout cas, moi j'ai parlé pour le pays que je connais le mieux, qui est mon pays, donc la Côte d'Ivoire, où les gens sont chaleureux. Les Ivoiriens sont taquins. C'est vrai que des fois ils ont un humour, ils poussent loin, où on peut nous dire qu'on est impoli. Mais on a quand même cette chaleur humaine là. Et globalement en Afrique, on est vraiment dans le partage, dans l'humain. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a quelque chose moi qui m'a marqué quand je suis arrivée en France, c'est que tu as grandi en Afrique. Nous, par exemple, pour aller voir les amis, les copines, etc. Mais ça va rejoindre aussi le premier point. J'avais pas besoin de prendre rendez-vous une semaine ou un mois à l'avance. Alors que ici, tu dois prendre rendez-vous à les parents pour dire on passe à telle heure et autre. Et c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude, ça peut te choquer. Mais d'un autre côté, c'est compréhensible parce que comme je vous ai expliqué, en Afrique, on a des aides à la maison. Donc tu peux te pointer à n'importe quel moment. En fait, les parents ne vont pas être surpris parce que justement, il y a des gens qui travaillent souvent. En tout cas, je parle de moi, mon milieu. Je vais pas mentir, qui est quand même assez privilégié. Mais dans l'ensemble même, chez les Africains, même, j'avais des cousines qui avaient peut-être pas les mêmes avantages que moi, où c'est vrai que facilement tu pouvais venir chez la personne sans prévenir à l'avance. Après, ça se discute parce que c'est vrai que d'un autre côté, ça peut être dangereux dans le sens où on ne laisse pas tout le monde rentrer chez soi. On ne sait pas qui est qui, les gens sont mauvais. Donc encore une fois, il faut avoir un véritable équilibre. Mais dans l'ensemble, les gens sont beaucoup plus chaleureux. Tu peux venir, tu vas pas avoir l'impression de déranger. Alors que ici, c'est compréhensible comme je dis avec la qualité de vie où souvent les parents gèrent tout seuls, ils ont 20 000 occupations, tout ça. Donc tu peux pas en gros te pointer à l'improviste chez tel ami. Et ça au début nous on n'était pas préparés et ça nous a choqués. Je me rappelle parce que quand la première fois je suis arrivée en France, j'ai vécu 1 an, c'est quand j'étais en CE2. Donc j'avais 8 ans. Et 8 ans c'est là justement où tu vas facilement chez les copines. En tout cas en Côte d'Ivoire, tous les mercredis après-midi quand on n'avait pas école et tous les samedis, comme j'ai dit, soit on faisait des moments de qualité avec notre mère, soit en tout cas j'allais passer tout l'après-midi chez une amie, genre ou même la journée de 10 à 18 heures et ma mère venait nous prendre. On n'avait pas besoin d'appeler pour prévenir. Au-dessus, on arrive qu'elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave, tu vas aller chez l'autre amie. Mais souvent, c'était comme ça. Et ici, quand on est arrivé à 8 ans, je me rappelle encore, hein, je vais avoir 29 ans, j'avais le choc. Parce que du genre, nous, on avait envie d'aller chez certaines amies et ah non, il faut prendre rendez-vous et autres. Et des fois, je trouve que même s'il y a la qualité de vie où c'est vrai que c'est pas comme en Afrique, les gens étaient beaucoup plus froid, sachant qu'en plus que quand je suis arrivée, j'étais pas à Paris, j'étais à Marmande, qui est une petite ville à 80 km de Bordeaux, qui est clairement un village. Donc les mentalités, ça nous a choqués. Il y avait un contraste, on passait de la chaleur humaine à la froideur. Et donc clairement, on avait l'impression d'être rejeté. C'est comme ça qu'on l'a vécu, où tu sentais qu'on dérangeait. Et ça, à ce niveau, je préfère largement la qualité de vie en Afrique.
même par exemple pour les personnes âgées. Mais comme je dis, hein, je répète, donc après c'est une question de choix et de préférence. C'est parce qu'on n'a pas le même style de vie. Mais vous allez, en Afrique ça n'existe pas par exemple les maisons de retraite, clairement. C'est-à-dire que je connais très peu de parents africains qui vont mettre leurs parents, quand ils sont âgés, dans une maison de retraite. Ils vont préférer que le parent vienne à la maison, s'occuper de lui pour ces derniers moments de vie, ou bien vraiment l'entourer d'amour que l'isoler. Et ça personnellement, après comme j'ai dit, hein, ça se discute, ça dépend du style de vie, c'est pas le même style de vie, c'est peut-être pas comparable, mais c'est clair que je préfère largement ça. Je préfère être entourée, je préfère entourer les personnes âgées que finalement par exemple les laisser dans une maison de retraite. Et moi par exemple j'ai perdu ma grand-mère paternelle il y a, bon, ça fait un moment maintenant, c'est presque en 2014, et justement en fait, elle s'est laissée mourir parce qu'elle n'a pas supporté la solitude, le fait qu'on finalement on la laisse dans une maison de retraite. Donc ça peut se discuter en fait. C'est vrai que c'est pas les mêmes styles de vie, mais même si en fait il y a une maison de retraite, c'est-à-dire que on va pas avoir cette chaleur où on va venir passer, en tout cas c'est mon avis, peut-être je me trompe, mais passer du temps avec les personnes âgées, vraiment leur rappeler qu'ils sont précieux, vraiment les accompagner jusqu'à ce qu'ils quittent finalement cette terre. On a tendance à les isoler et à ce niveau-là, je préfère largement la chaleur humaine africaine, quand bien même on peut discuter. Troisième point, on continue sur ça. Le troisième point, c'est, on peut dire que finalement c'est le choc des cultures. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a quelque chose qui m'a marqué quand on est arrivé ici, en Afrique, c'est un signe de respect de dire à quelqu'un le vieux. Si justement il y a une personne âgée, en tout cas en Côte d'Ivoire, s'il y a une personne qui est âgée, tu vas l'appeler comme ça. Hé, la vieille, ça va? Genre, c'est vraiment comme ça. Tu la vois dans la rue. La vieille, non, laisse, je vais prendre tes affaires. Non, le vieux. Et c'est un signe de respect. Mais ici, va dire à quelqu'un le vieux ou la vieille. Mais on va te regarder, en gros, tu es impoli. Et je pourrais jamais oublier parce que quand on est arrivé ici, pareil aussi, à l'âge de 8 ans, c'est là où j'ai vraiment vécu le choc culturel. Du coup, quand je suis revenue à 16 ans, ça m'avait tellement marqué que j'idéalisais pas en fait. Je savais à quoi m'attendre. Je me rappelle que des fois avec ma mère, on voyait des personnes âgées dans la rue qui étaient seules en fait. Ils essayaient avec leur canne, ils n'arrivaient pas à marcher, ils faisaient leurs courses. Et je me rappelle que ma mère disait: ah, le vieux, je peux vous aider. On s'est fait insulter, pardon. On s'est fait insulter parce qu'on a dit le vieux, je peux vous aider. Mais nous, on savait pas. Pour nous, en fait, c'était un signe de respect. Ah non, ici, c'est madame, monsieur. Alors que en Afrique, limite, si tu dis bon, je pense pas qu'ils vont se vexer si tu dis madame à une personne âgée, mais c'est clair qu'il sera beaucoup plus touché, ou elle sera beaucoup plus touchée si tu dis le vieux ou la vieille. Pareil aussi, par exemple, les tontons, les tatas. En Afrique, tout le monde est tonton et tata. On peut en discuter, hein. On peut en discuter. Clairement, il y a des avantages et il y a des désavantages et j'y viens. Tout le monde est tonton tata dès lors que cette personne est plus âgée. C'est-à-dire que c'est peut-être pas ton tonton ou ton oncle réellement par lien de sang, mais le seul fait que cette personne soit plus âgée, tu dois l'appeler tonton tata. Ce qui fait que moi, par exemple, toutes les amies de ma mère, c'était tata. Tous les amis de mon père, tonton. En fait, tu ne cherches pas à réfléchir, c'est comme ça même. Tu vas par exemple aller faire des courses, quelqu'un est plus âgé, c'est tonton, non tata, il n'y a pas madame, monsieur et tout. Mais ici, ça peut aussi être mal pris en fait. Si on n'est pas dans les mêmes liens, si on n'est pas de la famille, quand tu dis tonton, tata, les gens, ils ne comprennent pas. Donc vraiment, c'est vrai que l'avantage que je pourrais dire peut-être en Afrique, c'est qu'il y a quand même l'honneur de la personne âgée. On va vraiment respecter cette personne âgée. Et ici, je trouve qu'il y a un peu de laisser aller. Mais encore une fois, il y a des limites à chaque chose, comme je dis. C'est-à-dire qu'en Afrique, à force d'être dans l'honneur extrême, on honore les personnes âgées, ça fait que des fois même, le plus petit a raison. On va pas se mentir, je pense que vous êtes tous passés par là où vous avez raison. Hein. Mais parce que c'est une personne qui est plus âgée que toi, tais-toi, tu as forcément tort. Donc ça, c'est quelque chose que c'est les extrêmes finalement de l'honneur. En Europe, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est justement, en tout cas c'est un constat que j'ai fait, où tout le monde a le droit de parler, même le plus jeune et tout, mais du coup, je trouve que des fois, il y a un manque de respect des personnes âgées. C'est-à-dire que tellement tout le monde est peut-être mis au même niveau, franchement, des fois, les plus jeunes vont se permettre de vraiment manquer de respect. Donc vous voyez la balance, c'est là où je trouve qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Et justement pourquoi j'ai partagé ça, parce que quelque part avec mon regard finalement de métissé et qui est métisse autant de sang, autant dans les origines et autant même culturellement parlant, je trouve que c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une chance finalement parce que j'arrive vraiment à trouver un équilibre entre les deux. Parce que par exemple moi plusieurs fois, que ce soit même mes parents africains comme on dit, ivoiriens, si par exemple je vais avoir une réaction, ils vont me dire oh là tu fais ta blanche, tu vois. Juste parce qu'à un moment donné, par exemple, si j'accepte pas que écoute, c'est pas parce que je suis plus jeune que tu as raison, tu fais ta blanche. Et c'est insupportable. Et ici aussi, on va te faire comprendre que là tu fais l'africaine. Et du coup, moi ça me fait sourire à la fin parce que je me dis bah oui, c'est mon identité en fait, je suis
les deux et ça permet vraiment en fait d'avoir un équilibre. Surtout si vous avez eu ce background culturel. C'est pour ça que je vous dis, acceptez qui vous êtes. Hein. Vous n'avez pas vécu dans tel pays pour rien. C'est une richesse quand vous arrivez à la prôner à juste titre, à utiliser chacun de ces aspects-là pour finalement apporter du positif. Un autre point, c'est le coût de la scolarité. Oui, il fallait que je parle de ça. Le coût de la scolarité, en tout cas de l'école française. La différence entre l'Afrique et l'Occident. Je précise bien l'école française. Parce qu'en vérité, ici, l'école française, en Europe, il y a les écoles publiques. C'est quand même accessible à tout le monde. En plus, l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. En Afrique, l'école française. Et ça, là, franchement, je me pose des questions sur le gouvernement français parce que c'est eux qui ont leurs écoles aussi en Afrique. Mais je trouve que finalement, il y a des extrêmes. L'école française en Afrique, c'est que pour une élite. Mais je précise bien, c'est que pour une élite. Je n'exagère pas. C'est-à-dire que moi, quand j'allais, par exemple, au lycée, je vais vous donner un peu une idée des tarifs. Hein. C'est-à-dire qu'on est à minimum l'année scolaire et je me suis renseignée avant même de faire cette vidéo, j'ai regardé. Mais je me rappelle que mes parents me disaient, vous vous en rendez pas compte tout ce qu'on met pour vous. Mais j'ai regardé que par exemple pour une année scolaire en seconde, on est à 1200 € minimum. Et plus tu montes, si tu vas par exemple en terminale, on peut arriver jusqu'à 1500 et c'est l'équivalent d'environ plus de 1 million de francs CFA. C'est énorme. En fait, il n'y a qu'une classe élite qui peut se le permettre. Et moi, je me rappelle que au lycée, j'étais à l'école avec des enfants de ministres en fait, des enfants d'ambassadeurs, d'expatriés, clairement une des riches, clairement, c'est vraiment des riches. Donc, bien évidemment, par contre, heureusement qu'il y a cet avantage. L'avantage d'être dans ce type d'école, c'est que l'école était magnifique, encore heureux de toute façon le prix qu'on payait. Quand je dis magnifique, ça n'a rien à voir avec les écoles ici. Hein. Franchement, je précise aussi pourquoi. Parce que souvent, on pense qu'en Afrique, on vit mal. Là, je vous ai dit que si vous avez les moyens en Afrique, vous vivez bien. Mais il y a des désavantages parce que souvent, c'est les enfants, en fait, des boss, comme on dit. Et c'est vrai que certains sont très polis, mais d'autres aussi ne le sont pas. Mais à l'école, moi, il y avait un gymnase énorme. Il y avait une piscine olympique. Je me rappelle même que où j'allais au primaire, il y avait des animaux, s'il vous plaît. On avait des biches, des paons. Mais l'école était magnifique. Des lapins. En fait, c'était trop beau. La cantine, rien à voir avec ici. On avait tous les plats du monde. Mais quand je vous dis tous les plats du monde, c'est ouf. Donc ça, on va dire que c'est l'avantage avec l'école ici, c'est que l'école française, je précise bien l'école française parce que j'ai fait justement l'école française là-bas, c'est que à ce niveau-là, ça n'a rien à voir. Un autre avantage aussi de l'Afrique au niveau de la scolarité par rapport à l'Europe, en tout cas à la France, c'est que le niveau est plus élevé. Clairement, le niveau est plus élevé. Le baccalauréat à l'étranger, en l'occurrence en Afrique, est plus élevé qu'ici. Moi, je me rappelle, moi j'ai passé mon bac ici, j'étais déjà rentrée, mais mes copines qui ont passé leur bac en Afrique, mais les notes qu'elles avaient, elles étaient acceptées directement dans les universités ici, hein, parce qu'ils savent que le niveau est plus élevé. Je ne sais pas s'ils font exprès parce qu'ils se disent, ok, c'est l'Afrique, donc on va faire, on monte le niveau. Je sais pas. Après, les professeurs qui vont à l'école française, il n'y a pas que des Français. Il y a effectivement des expatriés, des profs français qui ont étudié ici, qui y vont, mais il y a également des profs ivoiriens et souvent qui ont été profs dans les écoles ivoiriennes ou autres. Et il faut savoir que, à la différence aussi, j'en parle, contrairement à ce qu'on peut penser, l'école ivoirienne en tout cas, et je pense souvent la scolarité africaine, le niveau est beaucoup plus élevé que en tout cas l'école française. Moi je me rappelle très bien que ceux qui étaient les premiers de la classe, c'était souvent des élèves qui venaient, comme je dis, même déjà en fait, comme je vous ai dit, déjà le premier point, l'école française en Afrique est plus élevée que l'école française ici, déjà, mais encore plus élevée quand vous venez d'une école ivoirienne et que vous rejoignez l'école française en Côte d'Ivoire. Comment les Africains, les Ivoiriens fonctionnent? Ils vont mettre leurs enfants à l'école donc de la maternelle jusqu'à la 3e dans le système ivoirien. C'est jusqu'au brevet. Et donc, en fait, ils passent leur brevet qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Eux, ils appellent ça BEPC, mais c'est beaucoup plus élevé. C'est peut-être niveau seconde. J'exagère pas, seconde, première. En tout cas, ils ont 1 an d'avance sur nous. C'est beaucoup plus élevé. Et quand ils arrivent au lycée, souvent, les parents, ils projettent d'envoyer leurs enfants en Europe. Et comme ils savent que c'est très difficile d'avoir un visa ou bien d'intégrer des écoles si tu n'as pas eu finalement le bac français, donc ils mettent en seconde au lycée les enfants à l'école française pour qu'ils puissent ensuite prendre le cursus française et que ce soit beaucoup plus facile pour eux de finalement faire leurs études après le bac en France ou en Europe. Et donc c'est comme ça qu'on se faisait limer par les Ivoiriens. Moi je me rappelle qu'ils arrivaient en seconde ou autre, mais c'était les premiers de la classe. Mais quand je dis c'était les premiers de la classe, c'est-à-dire qu'ils avaient 1 an d'avance sur nous. Ce qu'on voyait en seconde là, eux ils avaient déjà vu ça en 3e. Donc ça fait qu'ils étaient tout le temps devant. Contrairement à ce qu'on peut penser, non, en Afrique les gens sont intelligents. Et c'est important pour moi de mentionner ce point là. Même ma mère me disait que c'est la guerre, c'est l'instabilité politique en Côte d'Ivoire qui a fait que même la scolarité s'est dégradée. Sinon, avant même, c'était encore plus élevé. Donc, vraiment, non, c'était important que je précise ça parce que des fois, on nous néglige à ce niveau-là, mais pas du tout. Et moi, même quand je suis arrivée en France, j'étais en seconde, mais c'est l'année où j'ai redoublé.
Clairement, c'était une année où aussi j'avais décidé de redoubler, vraiment. J'ai redoublé et quand je suis arrivée en seconde, certes, moi j'ai fait une seconde professionnelle, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en parler. Les gens pensent que c'est la série poubelle, mais pas du tout. En vrai, même j'avais le niveau. En fait, la prof même m'avait dit en seconde pro que j'avais le niveau d'une seconde générale. Parce que j'étais pour le coup, mais j'étais trop au-dessus. J'étais première de ma classe quand j'ai redoublé. J'avais genre 17 ou 18 de moyenne générale. J'étais vraiment au-dessus parce que, clairement, ce que j'avais appris à l'école française, même si j'ai redoublé, était déjà au-dessus et en plus dans une série professionnelle. Non, ne nous négligez pas, s'il vous plaît. Après, j'ai envie de dire, avec le tarif qu'on paye, le prix qu'on paye, ça se compense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis il y a des avantages, il y a des désavantages. Et l'avantage en Europe, par contre, au niveau de la scolarité, c'est que tout le monde va avoir accès. Un autre point, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'en général, on néglige l'Africain. Mais là, je ne vais même pas parler d'avantages, de désavantages, ou je peux dire, comme je vous ai dit au début de la vidéo, que moi je faisais partie quand même d'une classe assez élite, assez élevée, qui avait clairement des avantages que d'autres n'avaient pas. Et ça peut rendre paresseux. Ça fait qu'en fait, on ne cherche pas à se débrouiller. Mais clairement, comme je vous ai dit, il y a d'autres qui n'avaient pas ces avantages-là. Et quand tu vas au marché en Afrique, moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est que c'est là où j'ai vu le plus d'entrepreneurs, en fait. Toutes les femmes qui se lèvent chaque matin et qui sont vont vendre les légumes, les fruits, les saucisses. On néglige peut-être, mais c'est dans l'entrepreneuriat qu'elles font. Et là encore, j'ai dit quelque chose de basique. Mais il y a tout. Vous pouvez trouver tout type de choses à acheter. Et c'est des femmes entrepreneurs. C'est des femmes qui doivent gérer leurs recettes, leurs revenus et tout. Et souvent, en fait, pour moi, c'est vraiment l'Afrique, c'est vraiment une terre d'entrepreneurs. Et malheureusement, souvent, on néglige ça parce que finalement, quelque part, l'avantage de ne pas avoir certains avantages, justement, fait que ça pousse les gens à se dire on va se débrouiller, on va créer des choses. Et clairement, il y a des personnes qui ont commencé comme ça et aujourd'hui qui sont allées loin. Et il y a tellement de talents, mais c'est parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité de s'en sortir. Et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage parce que souvent, nous, en Europe, on a énormément d'idées. Énormément. En plus, en France, on est grave aidé par l'État et tout, mais on ne se bouge pas. On va procrastiner. Pourquoi? Parce que justement, on a le choix. Mais quand les gens, ils n'ont pas le choix, ils se bougent. Et à ce niveau-là, je ne vais pas mentir que c'est un avantage en Afrique. Maintenant, l'avantage que les Européens, on va avoir, c'est que quand vraiment tu en veux, tu as envie de te lever, que tu procrastines pas, tu vas avoir plus de facilité à créer ton business parce que tu vas être aidé. Surtout ici, là, tu es aidé par Pôle emploi, les ceci, les cela. Donc, voilà. Je reviens sur le point d'avant. C'est pas grave. Désolée, je parle trop. La différence aussi entre l'école. Là, maintenant, on va parler de l'école ivoirienne et l'école française. S'il y a quelque chose que j'aimais pas du tout, par exemple, en Afrique, c'est ce délire de couper les cheveux des filles dès que tu arrives en 6e. C'est-à-dire que dans l'école africaine, ivoirienne en tout cas, et la plupart des pays africains que j'ai entendu parler, on te laisse être une femme jusqu'au CM2. Et une fois que tu arrives en 6e, on t'oblige à couper tes cheveux à ras comme un garçon. Pourquoi? Parce que soi-disant, ça va te déconcentrer et tu ne pourras pas avoir de bonnes notes parce que tu seras occupé à prendre soin de tes cheveux. Je peux vous dire que je trouve tellement sexiste parce que c'est que les filles qui coupent leurs cheveux, qui rasent leur tête. Bien évidemment, les garçons, on les laisse vivre parce que naturellement, dans leur tête, dans l'idéal, un garçon, il a des cheveux courts. Mais si tu es un garçon que tu as les cheveux longs aussi, il faut savoir que tu vas couper. Et je n'ai jamais adhéré avec cette règle et ma mère n'a jamais adhéré, Dieu merci. Parce que ma mère, je sais qu'elle aurait voulu nous mettre, en tout cas peut-être au collège, à l'école ivoirienne, parce qu'elle sait que c'est quand même, le système est bien strict et tout, et que tu bosses, mais à cause de ça, elle n'a pas mis. Et je me rappelle très bien que quand il y a eu les instabilités politiques en Côte d'Ivoire, il n'y avait plus d'école française, tout était fermé. Et du coup, nous, on se disait, bon, on va rester en Côte d'Ivoire. Finalement, on est parti au Ghana. On s'était dit qu'on allait rester en Côte d'Ivoire. Donc, ma mère cherchait où nous mettre à l'école. Forcément, c'est tourné vers les écoles ivoiriennes. Et au moment où en fait il fallait qu'elle paie, se rappeler que on coupe les cheveux. Il faut savoir comment petite j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Et même si j'avais pas les cheveux jusqu'aux fesses, on n'aurait pas coupé. Et donc ma mère a dit on coupe les cheveux et le monsieur a dit oui et là elle a fait malheureusement ça va pas être possible. Et elle dit qu'il y a quelqu'un dans le bureau qui l'a chippé du genre à cause de cheveux. Et heureusement de ce côté je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que je me dis merci quoi. Ma mère avait le discernement parce qu'en fait elle a compris tout de suite que c'était pas une question de... C'est pas parce que tu as des cheveux que tu vas pas travailler à l'école. Et ça, je trouve cette règle-là, je ne la comprends pas en fait. Je ne la comprends pas parce que je me dis que c'est comme ça qu'on éduque déjà les femmes à leur faire comprendre que elles sont plus petites que les hommes et qu'elles, il y a cette règle. Et c'est aussi une manière de briser leur féminité, une manière de leur faire comprendre que, écoute, parce que tu as des cheveux, tu peux pas travailler. Mais c'est faux. Regardez l'idée que ça crée que tu peux pas être une femme et intelligente. Non, tu dois choisir. Mais non, tu n'as pas à choisir. Tu peux être une femme, tu peux aimer parler, tu peux être intelligente, tu peux être coquette. Et réussir, on va pas te mettre dans une case. Et à ce niveau-là, c'est vrai que je préfère largement, quelque part, ici, à ce niveau-là, pour cette liberté. Il y a aussi une autre différence au niveau scolaire, j'avais oublié beaucoup, c'est que
on a les uniformes en Afrique. Et ça, je trouve que c'est très très bien. C'est-à-dire que moi, à l'école, j'avais mon uniforme. Certains disent que, ouais, ça dépend, c'est bien oui et non, parce que ça permet de briser, enfin, il n'y a plus ta personnalité qui se voit. C'est vrai, mais il faut, en fait, quand tu viens dans les uniformes, tu as le tissu, en fait. Par exemple, les primaires, c'est les carreaux. Quand tu arrives à l'école en seconde, enfin, au lycée, au collège, tu es en bleu-blanc. Et en fait, je trouve que quand même, ça te laisse un peu de liberté parce que tu sais juste qu'il faut être en bleu, en blanc, mais tu peux quand même exprimer ton style. Bon, bien sûr, dans la pudeur, tu vas pas venir un truc hyper court, on n'accepte pas. Mais je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas avoir de concurrence avec les enfants, les plus riches, les ceci, les cela. Les chaussures, c'est carte free. Donc en fait, justement, il y a toujours un moyen de montrer ta personnalité. Et comme je dis, c'est dommage justement que les cheveux, les filles, on les oblige à couper leurs cheveux parce que souvent, les cheveux, c'est vraiment un outil où tu peux montrer, exprimer ta personnalité. Et à l'école ivoirienne, malheureusement, elles étaient un peu des copier-coller. Clairement, moi, j'observais, c'était un peu des copier-coller. Et elles avaient encore moins de... C'était même des fois l'uniforme choisi par eux. Enfin, et ça, je trouve que c'est dommage. Par contre, à l'école française, on avait le bleu, blanc et autres. Mais tu pouvais choisir ton modèle. C'est-à-dire, tu pouvais choisir de mettre une jupe, un pantalon, etc. Et puis, tes cheveux, tu faisais ce que tu veux. Les mèches n'étaient pas interdites. Bon, certaines, tu faisais des tresses. Tu pouvais quand même t'exprimer quelque part. Et ça, je trouve que... c'est bien, c'est un avantage à ce niveau-là. Mais c'est bien d'avoir l'uniforme parce que ça permet en fait de ne pas avoir de compétition entre les enfants. Donc ouais, alors que ici, tout le monde va à l'école avec ses fris. D'autres vont dire que oui, ils préfèrent, mais moi je trouve quand même que ça peut mettre de la concurrence avec les enfants parce que surtout à un certain âge, tu compares ça à la mode et tout, toi tu n'as pas, l'autre a. Bon, ça peut créer certains sentiments. Il faut vraiment que les parents à la maison soient là derrière pour dire c'est pas grave et tout. Donc bon, ça peut se discuter, ça peut être bien aussi parce que effectivement la réalité de la vie c'est que les gens vont toujours te comparer. Donc quand tu vas sortir de l'école, tu vas te confronter à ça. Donc au moins à l'école, j'ai déjà confronté aussi au monde réel. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour cette première vidéo où j'ai parlé de la différence entre l'Occident et l'Afrique. Dites-moi si vous avez aimé, si vous voulez que j'en fasse d'autres parce qu'il y a beaucoup à dire. Je trouvais que c'était important d'en parler parce que souvent en plus nous les métis de sang, blanc, noir, et je précise bien aussi ce type de métissage, blanc, noir, culturellement et autres, on nous reproche beaucoup. Je trouve que c'est bien de pouvoir prôner sa richesse et qu'on n'a pas à choisir. T'as pas à choisir que c'est comme si c'est comme ça. Moi j'aime bien en fait, j'en joue, je me dis que je pioche ce qui est bon dans telle culture, je laisse ce qui est pas bon dans cette culture et finalement ça se complète en fait. C'est moi et ça fait mon unicité, ça fait la personne que je suis et puis j'ai envie d'offrir ça juste au monde, d'être moi. Dites-moi vous si vous avez vécu en Afrique, en Europe, où vous avez grandi, etc. Et ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, maintenant où j'ai grandi vraiment pendant 13 ans en France, j'ai un regard totalement différent en fait de l'Afrique et peut-être que ça sera la prochaine vidéo parce qu'aujourd'hui, clairement, je suis mariée et j'ai vraiment un regard différent en fait. Il est moins émotionnel et mon regard est beaucoup plus juste par rapport à l'Afrique. C'est vrai que jusqu'à il y a 2 ans, j'idéalisais l'Afrique. Mais j'idéalisais tellement. J'aurais fait une vidéo, j'allais mettre en avant vraiment plus l'Afrique. J'idéalisais tellement. Aujourd'hui, j'ai un regard vraiment équilibré. Dans le sens où il y a des choses, par exemple, en Afrique qui font qu'au quotidien, je ne peux pas supporter. Je ne pourrais pas vivre au quotidien là-bas. Mais au même titre qu'il y a des choses aussi en Europe qui, au quotidien, me fatiguent également. Et je suis vraiment métisse en fait. J'ai réalisé même quand je suis partie cet été que j'étais vraiment métisse culturellement parlant parce que si je reste trop longtemps en France, ça me saoule, j'ai envie de rentrer. Si je reste trop longtemps en Afrique, ça me saoule, j'ai envie aussi de venir en France. J'ai vraiment besoin d'être deux. Et voilà quoi, parce que comme j'ai dit tous les aspects que j'ai abordés, le vivre au quotidien ça peut être fatigant, vivre aussi au quotidien où tu dois te débrouiller tout le temps tout seul, ça épuise. Et par moments t'as juste envie de prendre tes affaires, de prendre ton avion, d'aller en Afrique. Ok, il y a des gens qui m'aident et ça fait du bien en vrai, ça fait un effet vacances. Donc clairement, et aussi là-bas aussi quand t'es trop assisté par moments, t'as envie de dire laissez-moi tranquille, j'ai envie d'avoir entre guillemets ma liberté, laissez-moi faire ce que je veux. Donc c'est assez marrant, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'oubliez surtout pas de prôner votre diversité, dans votre diversité est cachée votre unicité. Donc je te laisse et je te dis à la prochaine et n'oublie surtout pas que tu es précieux et unique. Ciao!